On se retrouve encore pour un nouveau numéro de votre magazine Semel chez vous, madame, messieurs. Bienvenue à tous sur ce plateau de Semel 13 Télévision. J'ai l'honneur de recevoir pour vous une dame, cette fois-ci. C'est une dame, elle s'appelle madame Jocelyne Dena. Elle est communicatrice du parti politique Envol. Vous savez bien, c'est le parti politique de l'honorable Délice Sanga. Avec elle, nous allons ici évoquer la gestion du pays sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons prendre le côté social, surtout le panier de la ménagère, mais nous allons aussi évoquer la question liée à l'insécurité dans la partie est de notre pays. Vous savez bien comment est-ce que l'honorable Délice Sanga en parle davantage, même à l'Assemblée nationale, et raison pour laquelle nous avons voulu évoquer ce point, surtout avec la présence des l'EAC ici dans la partie est de notre pays. Est-ce qu'ils vont apporter en tout cas des solutions vis-à-vis de la situation qu'on a dans notre pays, raison pour laquelle nous allons échanger autour de ce plateau avec elle. Je rappelle qu'elle s'appelle madame Jocelyne Dena. Madame Jocelyne, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur Nathan, l'honneur est pour moi de pouvoir être invité aujourd'hui sur votre plateau de télévision. Merci. Alors que c'est pour la première fois, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Je voudrais ici saluer le peuple congolais, le peuple qui chaque jour ne cesse de revendiquer par rapport à la souffrance quotidienne qu'elle subit. Et je voudrais également saluer mon président, l'honorable Délice Sanga Ipungu Djakassan. Et voilà quoi. Merci beaucoup, madame Jocelyne Dena. Alors, d'entrée de jeu, nous avions vu le président de votre parti, l'honorable Délice Sanga, en tournée justement à Kindu. Certainement, vous l'aviez accompagné. C'était quoi l'objectif de cette tournée? L'objectif, excusez-moi, de la tournée de notre président, l'honorable Délice Sanga Ipungu, c'était pour pouvoir communier avec le peuple congolais. Comme il est dit, un député national est celui qui a le pouvoir de œuvrer sur toute la République. Le député national n'est pas là juste pour œuvrer à Kinshasa, mais le député national est celui qui doit aller dans chaque recoin de la République pour parler avec le peuple, pour savoir quel est vraiment le problème qu'il peut y avoir sur terrain et voir par quelle mesure il peut trouver des solutions. C'était dans cette optique-là que le président d'Envol, à la personne de Délice Sanga, est allé à Isiro, dans le Maniema, dans le Kindu, à Mbandaka et à Lissala, pour pouvoir parler avec le peuple et savoir exactement quel est le problème. Il a voulu le faire à la source et nous avions vu exactement comment il avait été accueilli, parce que le peuple souffre. Le peuple aujourd'hui veut le changement. Et quand il est arrivé à Lissala, étant donné que le peuple a demandé, par rapport à leur entrevue et tout ça, le peuple a demandé qu'il puisse porter sa candidature en tant que président de la République, et il a fait. Et nous, à Envol, nous pensons que le président Délice Sanga a vraiment ce profil-là, par rapport à son combat, par rapport à tout ce qu'il fait, de pouvoir exactement être élu dans ce pays, la République démocratique du Congo, comme étant le président de la République, fiable et vraiment qui mérite d'être élevé en tant que tel. Alors, c'est vrai, au regard de son combat, là, nous le savons tous, on ne peut pas nier ici le combat de l'honorable Délice Sanga, surtout avec la loi électorale du G proposée par le G13. En tout cas, c'était lui qui était au four et au moulin, là, nous le reconnaissons. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est peut-être tôt pour l'honorable Délice Sanga d'être candidat président de la République? Moi, je ne pense pas que c'est tôt pour lui. Nous pensons vraiment que sa candidature est vraiment quelque chose d'opportune. Et en ce moment précis, nous avons besoin de quelqu'un comme Délice Sanga à la tête de notre République démocratique du Congo. Parce que nous avons vu que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire ce qui devait être fait.
Et notamment le président Kabila, notamment également le président Tshisekedi. Tous ceux que vous avez cités là. Et le peuple ne nous contredira pas qu'ils n'ont pas pu faire ce qui devait être fait. Alors, pour nous, en vol, et même pour la population congolaise, nous disons que la seule personne qui a ce profil-là, de pouvoir diriger ce pays, étant donné sa façon d'être et le combat qu'il a toujours mené, nous pensons que c'est vraiment et réellement le président Denis Sassou. Oui, c'est vraiment aussi réellement le président Denis Sassou, mais face aussi aux candidats qui sont d'ailleurs en course pour ces élections. Je pourrais citer ici Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Félix Antoine Tshisekedi, lui également, ainsi que les autres. Est-ce que vous pensez que l'honorable Denis Sassou pourrait tenir face à toutes ces têtes? L'heure n'est plus à l'idolâtrie et au fanatisme. Aujourd'hui, nous avons besoin de quelqu'un qui porte un projet. Aujourd'hui, nous avons besoin de quelqu'un qui se lèvera pour défendre notre nation. Et nous pensons que le président Denis Sassou a tout ce profil-là, comme je venais de le dire en amont. Le peuple congolais aujourd'hui sait que le président Denis Sassou, par rapport à tout ce qu'il a fait depuis qu'il est député, les combats qu'il a menés, toutes les lois qu'il a proposées et tout ce qu'il a fait, parce que vous êtes sans ignorer que le président Denis Sassou est celui qui a fait plus de propositions de lois et c'est lui qui porte la voix de l'Assemblée nationale, des députés, et c'est lui qui se lève pour dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Donc c'est quelqu'un qui porte vraiment le combat du peuple congolais. Alors aujourd'hui, si le peuple se décide de voter un président de la République sensé, un président de la République qui peut vraiment changer la tournure de ce qui se passe dans ce pays, moi je pense que c'est le président Denis Sassou qu'il faut voter. Alors c'est vrai, pouvons-nous nous attendre à justement une rencontre au sein de l'opposition, c'est-à-dire les différents présidents peuvent se rencontrer? Est-ce que vous pensez que Denis Sassou sera ouvert à pouvoir échanger, discuter avec tous les différents candidats présidents à ces élections pour avoir un seul candidat commun, comme c'était le cas en 2018? Question de faire face avec Félix Tshisekedi qui est candidat président de la République à sa propre succession. Lors de notre bureau politique que nous avions tenu dernièrement, le président Denis Sassou avait fait une annonce à la presse et il avait dit qu'il alignerait les candidats à tous les niveaux et que nous ne serons derrière personne. Nous alignerons des députés nationaux, nous alignerons des députés provinciaux, nous alignerons à tous les niveaux et maintenant vous voyez que nous allons même aligner à la présidence de la République. Est-ce que là n'est pas un langage politique, madame Jocelyne? Nous sommes porteurs d'un projet. Comme je le disais tantôt, l'heure n'est plus à l'idolâtrie, l'heure n'est plus au fanatisme. Aujourd'hui, le peuple doit se choisir une personne avec des projets concrets. Une personne qui a cette envie-là de pouvoir rebâtir notre Congo. Alors, nous avons un projet. Ce projet-là qui s'appelle la refondation du Congo. Et avec tous les axes qui renferment ce projet, en passant par la sécurité et l'indépendance sociale, les emplois de jeunes, la croissance économique inclusive et diversifiée, l'unité nationale, l'intérêt général et du sens du bien commun, nous avons la primauté et la centralité de l'État au service de la protection des intérêts congolais. Moi, je pense que aujourd'hui, il est temps pour nous de pouvoir démontrer que nous pouvons changer ce Congo. Et être aligné ou bien faire un lobbying pour pouvoir choisir un dirigeant dans l'opposition, un candidat de l'opposition, nous pensons que vous pouvez être de l'opposition, mais quand vous n'êtes pas porteur d'un projet concret qui peut changer la République démocratique du Congo, qui peut changer le social du peuple congolais, nous ne pouvons pas adhérer au fanatisme. Donc il faudrait que ces personnes-là viennent avec des projets concrets. Parce que jusque-là, nous n'avons pas eu ou nous n'avons pas vu
ce candidat-là, ceux qui se sont portés comme prétendants candidats à la présidentielle, venir avec des projets concrets comme l'a fait le président d'Élie Sesanga. Merci beaucoup. Elle est une femme politique. Elle s'appelle Madame Jocelyne Dena. Elle est également communicatrice du parti politique Envol, le parti cher à l'honorable d'Élie Sesanga. Alors, Madame Jocelyne Dena, avec vous, nous allons justement aborder principalement le côté social sous la gestion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Votre lecture en 5 minutes, c'est vrai, le social n'est pas simplement à manger, comme on l'a dit, c'est tout, c'est-à-dire les études, l'eau, l'électricité, ainsi de suite. Votre lecture en 5 minutes, est-ce que Tshisekedi a pu faire quelque chose de bon dans ces secteurs? La question ne se pose même pas, Monsieur Nathan, parce que là, lorsque vous sortez juste de votre studio ici et que vous voyez comment le peuple est en train de souffrir, ce n'est pas seulement ici. Même à l'intérieur du pays, nous avons eu le temps de faire les 6 provinces et nous avons vu comment le peuple souffre. Aujourd'hui, le panier de la ménagère est insuffisant. Aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas manger à sa faim. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous auto-alimenter, donc comme on peut dire de l'autosuffisance alimentaire, ouais, en partant par l'agriculture, par la pêche, par l'élevage, et pourtant nous avons un ministère dédié à l'agriculture, dédié à la pêche et à l'élevage. Mais nous ne sentons pas cette implication-là du gouvernement. D'abord au fait de pouvoir assurer l'auto-alimentation, l'autoconsommation du peuple congolais. Et nous voyons comment est-ce que les richesses de notre pays ne sont pas prises à leur juste valeur. Que ce soit par rapport aux minéraux, que ce soit par rapport aux richesses de la terre, des eaux, nous ne voyons aucune implication. Ils ont parlé de la gratuité de l'enseignement, mais nous voyons comment est-ce qu'aujourd'hui, il est difficile pour un parent qui a ne serait-ce un peu de moyens de pouvoir scolariser ses enfants dans ces écoles-là dites de gratuité, excusez-moi, parce que la formation n'est plus bonne. Vous allez voir dans une salle de classe, on met, je peux dire, 100-150 élèves. Et dites-moi, comment est-ce que cet enseignant-là pourra effectivement assurer l'éducation de ses enfants ou l'instruction de ces enfants-là? Ils n'ont pas construit des écoles. Ils ont fait des choses qui ne sont pas structurées. Aujourd'hui, notre politique économique est down. Nous voyons que ce soit quand le pays va mal, vous les voyez de partout, que ce soit même par l'état des routes. Vous voyez comment l'ITPR aujourd'hui ne s'occupe même pas des routes. On a eu le projet Zéro Trou, on a eu le projet Tchilégelou. Nous avons eu des projets Tchilégelou. Vous pensez que ça n'a pas marché? Mais ce n'est pas que je pense que ça n'a pas marché, mais effectivement que ça n'a pas marché. Lorsque le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait assuré au peuple congolais que l'intérêt du peuple sera au centre de ses activités. Et là, nous voyons que le peuple souffre encore plus qu'avant qu'il ne vienne au pouvoir. Et là, vraiment, nous déplorons parce que le fait de dire le peuple d'abord, nous avons vu que ça a viré à nos poches d'abord. Et ça, nous déplorons parce que le social aujourd'hui du peuple congolais laisse vraiment à désirer. Le peuple aujourd'hui s'alimente à moins $1 par jour. Nous voyons comment même le travailleur est bafoué par rapport à ces expatriés qui viennent et qui les sous-payent. C'est ça. Donc il y a toutes ces histoires-là qui font qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi ne pourra pas se lever vraiment s'il est honnête d'esprit pour pouvoir dire qu'il a accompli tout ce qu'il avait promis au peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple est comme abandonné à lui-même. Il crie, mais personne ne peut l'entendre. Le peuple congolais s'exclame, il parle, il dit tout ce qu'il peut dire, mais comme eux, ils sont focus sur l'enrichissement illicite,
ils sont focus sur des choses... Des détournements et autres. C'est ça, des détournements, ils sont focus sur tout ce qui est anti-valeur. Ils ne peuvent pas prêter leur oreille pour entendre exactement les souffrances du peuple congolais, les revendications de ce peuple. Madame Jocelyne, est-ce que vous pensez qu'en 5 ans, Félix Tshisekedi pouvait rétablir ces secteurs, surtout le social, parce qu'on a connu en tout cas 18 ans de Kabila, où, comme l'a dit, surtout ceux de l'Union sacrée, que le pays était dans le gouffre, il fallait que Tshisekedi puisse venir pour essayer de remettre le pays dans le concert des nations, essayer de rétablir les relations diplomatiques avec beaucoup d'États avec qui on n'avait plus de relations. Est-ce que vous pensez qu'en 4 ans, Félix Tshisekedi pourrait être capable de faire tout ce que vous exigez ici sur ce plateau? Écoutez, ce que moi je pense par rapport à votre question, c'est que on a toujours dit que tout commence par un. Et si un président de la République qui est censé présenter un projet, qu'il doit le faire exécuter en 5 ans, et qu'après 4 ans, il vient nous raconter que non, il n'a pas pu le faire, moi je pense que c'est de l'irresponsabilité. Parce que, en tant que président de la République, déjà quand vous êtes candidat, vous devez avoir un projet bien établi. Vous devez avoir, comment je peux dire, cette volonté politique de pouvoir concrétiser vos promesses et de pouvoir concrétiser le projet que vous-même avez fait. Alors, mais Tshisekedi également, vous parlez de la volonté politique de pouvoir concrétiser. Tshisekedi également en a, parce que vous êtes sans ignorer qu'il avait d'abord commencé avec le gouvernement du FCC Cash, où selon lui, on le mettait le bâton dans le roue. On le mettait le bâton dans le roue, il fallait changer le gouvernement, il fallait qu'on ait l'Union sacrée. Aujourd'hui, l'Union sacrée est en train de travailler pour l'intérêt du pays. Lorsque vous avez un leadership, lorsque vous avez un sens de bien manager les choses, vous ne pouvez pas tout le temps rejeter la faute sur d'autres personnes. Vous devez vous-même vous assumer vos choix. Parce que lorsque vous parlez de la coalition aujourd'hui, cette coalition-là, on ne l'avait pas forcé la main. C'était une coalition... Non, mais il était obligé. Il n'était pas obligé. Non, mais certainement parce qu'il n'avait pas de majorité. Oui, mais le sens managérial, le sens de leadership veut assez que lorsque vous êtes chef et que vous avez des troupes, vous avez des gens que vous dirigez, vous devez vous imposer. Parce que vous aviez un projet que vous devez, en 5 ans, concrétiser. Alors, me dire qu'en 4 ans, il était impossible pour lui de pouvoir concrétiser le projet, de pouvoir développer ce pays, même pas, si on ne parle même pas du développement, d'un début de développement de ce pays. Moi, je pense que c'est... je ne peux pas parler d'inconscience, mais je peux dire que c'est justement le manque plutôt de volonté politique. Parce que là, la législature, comme je peux dire, le mandat, c'est un quinquennat. 5 ans. C'est en 5 ans. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire un projet et dire qu'en 4 ans, vous n'avez réussi à ne rien faire. Donc ça voudra dire que vous n'aviez pas de volonté pour pouvoir le faire. Non, le projet, il a été préoccupé par la situation de l'Est, et surtout, nous allons y revenir au cours de l'émission. Le projet, normalement, est établi en fonction d'une période donnée. Vous avez le court terme, vous avez le moyen terme et vous avez le long terme. Donc, vous savez, quand vous êtes candidat président de la République, ça voudra dire que vous devez savoir au fait ce que vous voulez. J'arrive aujourd'hui, je deviens président. Dans ma tête, je sais exactement ce que je devrais faire en 6 mois, ce que je devrais faire en 1 année, ce que je devrais faire en 3 ans et enfin en 5 ans, pour que j'aie au moins quelque chose à dire au peuple. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Il s'est éparpillé, il s'est dispersé, il a passé son temps à prendre des
des trucs en désordre, et finalement, il n'a rien fait. Et aujourd'hui, là, nous pouvons dire qu'il n'a pas un bilan concret à pouvoir donner au peuple congolais. Et moi, je pense que aujourd'hui, comme en 4 ans et demi, il n'a pas pu faire ce qu'il était nécessaire pour lui de faire pour rehausser la République démocratique du Congo, je ne pense pas qu'il sera capable de le faire en 10 ans. Parce que ça sera la même chanson. Vous dites qu'en 5 ans, nous ne pouvons rien faire, nous n'avons pas pu décoller la République démocratique du Congo parce qu'il y a eu des bâtons dans les roues, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu la guerre de l'Est. Mais la guerre, il y en aura toujours. Les problèmes, il y en aura toujours. Mais vous ne pourrez jamais dire que parce qu'il y a eu tel ou tel autre problème, que je n'ai pas pu résoudre les problèmes cruciaux dédiés à mon peuple. Non. Un chef est celui qui sait déterminer ce qu'il doit faire. Et ça, très sincèrement, nous ne le trouvons pas en Félix Tshisekedi. Alors il doit céder son siège à une personne qui sera habilitée à pouvoir faire ce travail. Alors, d'où l'élection de 2023, à partir du 20 décembre déjà, les élections, c'est vrai, on a déjà commencé avec la période d'enrôlement des électeurs, c'est vrai, Madame Jocelyne, certainement, vous vous êtes également enrôlée. Cette étape d'enrôlement pour la première zone électorale a pris fin, a été clôturée. Est-ce que vous avez eu une analyse, certainement, sur cette première étape d'enrôlement? Est-ce que ça n'a pas marché comme vous voulez bien, vous, le parti en vol? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses que vous avez décriées au cours de cette étape d'enrôlement? Depuis le début de la publication du calendrier électoral, nous, en vol, nous avions dit que ce calendrier-là était un calendrier erroné. C'était un calendrier qui ne pouvait pas satisfaire à l'attente du peuple congolais. C'était un calendrier biaisé et nous l'avions dit en son temps que ce processus électoral était déjà abîmé depuis les débuts et que nous n'aurions pas des bons résultats. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a trop de réclamations, il y a trop de revendications par rapport aux machines, par rapport même à la qualité de ces cartes d'électeurs. Nous avons vu comment est-ce que tout a été mis en œuvre pour pouvoir peut-être à la longue ou à l'avenir truquer les élections. Est-ce que vous avez déjà peur? Est-ce que c'est une crainte, Madame Jocelyne? Ce n'est pas une crainte parce que pour nous en vol, nous avons demandé à la population de pouvoir s'enrôler. Parce que ce n'est que par cette voie-là que la population pourra prouver ou démontrer sa souveraineté. Aujourd'hui, la population n'est pas satisfaite des réalisations du président Félix Tshisekedi. Et pour pouvoir le sanctionner, il faudrait bien passer par l'enrôlement. Et nous-mêmes, nous l'avions fait. Nous avons, comme vous avez dit, fait cet enrôlement. C'était pour prouver à M. Félix Tshisekedi que vous voulez bien les élections. Nous voulons aller aux élections pour le prouver qu'il ne sera pas élu pendant ces élections. Parce que par rapport à son bilan, comme je l'ai dit tantôt, il n'a pas su satisfaire le peuple congolais. Et le peuple congolais, aujourd'hui, veut sanctionner le président Félix Tshisekedi par les urnes. Et nous allons le faire. Très bien. Alors, Madame, Monsieur, vous êtes sur Samuel 13 Télévision, vous faites bien. Je rappelle que nous avions reçu pour vous Madame Jocelyne Dena, elle est femme politique, elle est également communicatrice du parti politique en vol du président Délice Sanga, de l'honorable Délice Sanga, avec elle nous sommes en train de parler de la gestion du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis qu'il est au pouvoir, 4 ans déjà. Le côté social, Madame Jocelyne dit que ça n'a pas réussi en 4 ans. L'enrôlement des électeurs, c'est d'ailleurs le
ce qui fera en sorte que l'on puisse sanctionner, selon elle, Félix Tshisekedi, certainement, parce qu'il n'a pas bien travaillé durant son quinquennat. Alors, Madame Jocelyne, prenons la question sécuritaire. En tout cas, c'est aussi la chose la plus importante. C'est vrai, nous voulons les élections, mais nos frères à l'Est souffrent de ce problème d'insécurité. Vous aviez également suivi le sommet de l'Union africaine. Nous avions autant de fois décrié les comportements de l'Union africaine qui, d'ailleurs, n'évoque jamais la question de l'insécurité à l'Est. Aujourd'hui, on a un nouveau président. Il faudrait rappeler ici que le président Tshisekedi Tshilombo, avant que le nouveau président entre en fonction, Félix Tshisekedi s'était rencontré avec lui. Ils ont échangé sur cette question et aujourd'hui, le président du Comore est à la tête de cette organisation. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, l'Union africaine pourrait intervenir à ce problème? Ce que nous avons toujours dit par rapport à cette question, c'est que aucun sommet, aucun accord ne pourra nous protéger contre la guerre de l'Est. Les sommets ou les résolutions qui sont prises par rapport à ces sommets-là ne peuvent qu'être des résolutions palliatives, mais pas définitives. Aujourd'hui, nous devons savoir que notre solution en tant que peuple congolais ne viendra, comme dit la Bible, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça ne viendra pas des étrangers, mais ça viendra de nous-mêmes. Notre armée a été fragilisée de l'intérieur, et cela depuis la guerre froide. Vous êtes sans ignorer que notre pays est un pays qui renferme des grandes richesses. Et ces richesses-là ont toujours été convoitées par nos pays et par des pays limitrophes, que ce soit même par les étrangers, même par la communauté internationale. Par la communauté internationale. Et aujourd'hui, tout ce pays-là ne voudront pas que nous puissions avoir notre autonomie en sécurité pour qu'ils continuent à puiser dans nos richesses. Voilà pourquoi nous nous disons, par rapport à notre projet de refondation qui est, je pense que c'est le premier point de notre projet, nous pensons que la situation sécuritaire de notre pays doit être prise dans sa globalité. Dans ça, nous avons la justice qui entre en compte, nous avons notre service de renseignement et nous avons notre armée. Nous avons toujours fait des propositions par rapport à ce qui doit être fait dans ce pays. Et par rapport à notre projet de refondation, la unième proposition que nous faisons par rapport au cas de la sécurité de notre pays, selon nous l'avions départagé en 3 paliers. Nous avons le court terme, nous avons le moyen terme et nous avons le long terme. Dans le court terme, qu'est-ce que nous devons faire pour contrer ce problème de la sécurité à l'Est? Comment voulez-vous, Monsieur Nathan? Vous avez des soldats qui avaient été envoyés au front, qui ont fait plus de 10 ans, plus de 20 ans. Et la plupart d'entre eux refusent de revenir à Kinshasa ou bien refusent d'être permutés parce qu'ils ont eux aussi leur compte. Ils ont leur intérêt. Dans ce coin-là. D'où vous proposez la permutation? D'où nous proposons la permutation. Normalement, le soldat devait être largué au front pendant une période donnée. Vous envoyez des soldats, ils vont faire une période, genre un trimestre ou un semestre, vous les ramenez pour la formation et vous allez changer en permutant d'autres personnes qui doivent aller au front pour combattre. Nous avons aussi proposé de pouvoir revitaliser le service de renseignement parce qu'aujourd'hui, les gouvernants se plaignent que notre armée est infiltrée. Et pourtant, nous avons des services de renseignement. Nous avons des gens qui sont censés pouvoir répertorier ces gens-là et de savoir exactement les identifier pour pouvoir les sortir de notre armée. Mais comme notre service de renseignement est fragilisé et se préoccupe juste à la sécurité
du président de la République que de la sécurité de la nation, nous voyons qu'ils ne peuvent même pas bien faire leur travail en identifiant très exactement quelles sont ces personnes-là qui vendent les plans de notre armée à l'étranger. Mais il faudrait rappeler, Madame Jocelyne, il faudrait rappeler que récemment, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait même dit aux députés quitter le groupe armé, et il a dit que certainement ils seront cités prochainement, ces députés qui sont de mèche avec le M23. Est-ce que vous pensez que c'était une partie déjà de la solution de pouvoir... Ces députés n'ont jamais été cités. C'est vrai. Mais est-ce que la justice pourrait bien interpeller le président de l'Assemblée nationale pour détecter ces députés? Nous parlons de la sécurité. Ça englobe aussi la justice. Nous avons une justice qui est démissionnaire, au fait. Nous avons une justice qui ne fait pas bien son travail. Alors que, normalement, nous devrions avoir des gens qui pouvaient mener notre justice à bon port. Nous devrions avoir des gens qui, vraiment des magistrats et tous ces gens-là pour bien faire leur travail. Alors que aujourd'hui, nous remarquons avec vous que la justice a été instrumentalisée. Et ce qui fait que, même par rapport à notre armée, comme j'étais en train de parler de notre solution, nos résolutions à court terme, maintenant je voudrais vous parler de notre résolution à moyen terme, qui est celui de pouvoir recycler nos soldats, leur donner une formation adéquate. Ces soldats, nous ne savons pas la dernière fois où ils ont été formés. C'était où, c'était quand. Voyez-vous, or, pour avoir une armée digne de ce nom, pour avoir une armée efficace, il faudrait que cette armée-là puisse être constamment formée. Donc c'est ça. Et cette armée-là doit avoir une logistique adéquate, parce que si nous devons envoyer l'armée, et telle était notre proposition, pour pouvoir élaguer ces agresseurs de notre pays, envoyer des gens très bien formés sur place à l'Est pour pouvoir défendre notre intégrité, ou défendre notre nation, en leur dotant d'une logistique adéquate et de dernier cri. Comme vous le savez, M. Antonio Guterres avait déclaré haut et fort que le M23 avait des armements plus sophistiqués même que les Nations Unies. Alors que nous n'avons pas ce genre d'armement. Mais aujourd'hui, parce que... Alors, il faudrait cette volonté politique, excusez-moi, pour pouvoir doter notre armée en logistique. Et dans le moyen terme, ce que nous allons faire par rapport à notre projet, c'est de mettre une armée qui va monter en puissance, une armée dissuasive. C'est ça dont nous avons besoin. Parce que, par rapport à notre richesse, par rapport à tout ce que nous avons, et la façon dont notre pays est convoité, nous ne pouvons qu'avoir cette armée-là dissuasive, une armée des commandos, des gens qui peuvent très exactement défendre l'intégrité nationale de notre pays. Et c'est ce que nous n'avons pas pour le moment. Alors, parce que vous avez parlé de la logistique aujourd'hui, voire la levée de la mesure de notification pour l'achat d'armes contre la République démocratique du Congo, est-ce que c'est une solution déjà? Parce que vous parlez de la logistique, ici on voit, c'est vrai, les armements, on voit la ration également, parce que ça fait partie de la logistique de nos militaires, la tenue, le bot, ainsi de suite. Oui. Parce que cette mesure a été levée, est-ce que vous pensez que c'est déjà une solution pour assurer notre armée de sa logistique? Moi, je pense que l'embargo, nous n'avions pas vraiment été dans un embargo par rapport à notre armement. Le problème c'était de pouvoir notifier les armes lourdes que nous pouvions acheter. Et si vous dites que nous étions sous embargo, alors je vous pose, enfin, vous êtes journaliste, on ne peut pas vous poser la question, mais je me poserai cette question-là à moi-même, de savoir comment nous avons mené la guerre durant tout ce temps. Est-ce que nous étions en train de recycler nos munitions?
Non, c'était des armes que nous achetions. Mais aujourd'hui, si le gouvernement de Félix Tshisekedi avait mis l'accent sur l'embargo dont il n'était même pas question, c'était parce qu'il n'avait pas cette volonté politique-là de pouvoir doter notre armée en logistique adéquate. C'est ça. C'est justement ça. Les armes qui sont utilisées sont des armes qui avaient été laissées par Joseph Kabila. Et posons-nous maintenant la question de savoir où est-ce que ces armes-là avaient été achetées par Joseph Kabila. Donc il n'y a jamais eu question d'embargo ou quoi que ce soit. Et maintenant, comme ils étaient en train de soutenir Mordicus qui avait cet embargo-là, et qu'aujourd'hui les Nations Unies a même levé cette notification-là par rapport aux armes, et ça va faire un temps. Nous n'avons pas vu ou nous n'avons pas entendu qu'ils ont déjà commencé à acheter ces armes-là. Voilà pourquoi nous disons... Ils vous diront que ce sont des questions de cas, on ne peut pas mettre à la place publique les armes qu'on a achetées. Monsieur Nathan, nous devons avoir le ressenti. Voyez-vous, nous devons avoir... si vous achetez des armes, il faudrait que les conséquences suivent. Oui. Comme on a récemment attaqué, on a attaqué notre avion, on devrait également répliquer. On devait répliquer. Mais pourquoi on ne réplique pas? C'est parce que le gouvernement sait qu'ils sont dans cette incapacité-là de pouvoir répliquer. Le gouvernement sait qu'il n'a pas acheté d'armes et qu'il n'a, à mon sens, pas l'intention de pouvoir acheter ces armes. Non, mais est-ce que c'est parce que tu sais qu'il a opté pour la diplomatie comme la meilleure voie, la meilleure solution? On est appelé chef des armées. Ce profil-là, en tant que chef d'armée, ne montre pas la passivité, monsieur Nathan. Le profil en tant que chef d'armée montre que vous êtes aussi un chef de guerre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que non, je ne veux pas entamer une guerre alors que parce que la guerre est horrible. Ton peuple continue de mourir. Le sang continue à couler à l'est de notre pays. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que même après la résolution qui avait été prise par l'UA de pouvoir, cet ordre qui avait été donné au 1-23 de pouvoir déposer les armes et qui ne l'ont pas fait jusqu'à ce jour. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils savent qu'ils sont en position de force. Ils savent que la République démocratique du Congo n'est rien devant cette armée-là. Et aujourd'hui, quelles sont les résolutions prises par M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo de pouvoir faire cesser cette guerre, de pouvoir arrêter le sang qui est en train de couler tous les jours à l'est du pays? Parce que là, nous voyons que tous les jours, notre armée ne fait que reculer. Et la raison qu'ils sont en train de donner, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de violence, ils ne veulent pas que le peuple continue de mourir, alors que le peuple continue de mourir. D'où la présence de l'EAC, Madame Jospin. En tant que président de la République, en tant que chef de guerre, il devait se lever et il devait déclarer cette guerre-là justement pour pouvoir booster hors d'état de nuire ces assaillants dans notre pays. D'où la présence de l'EAC, question de sécuriser la population. Le président en exercice de cette organisation a dit que la force régionale sera en RDC jusqu'à ce que le gouvernement congolais sera capable de doter à son peuple une armée forte, une police capable de pouvoir sécuriser sa population. Ce que moi je considère vraiment comme une insulte. Parce que comment voulez-vous des tiers pays venir chez vous pour déclarer haut et fort sur les médias qu'il va assurer votre protection jusqu'à ce que vous deveniez fort pour pouvoir défendre la population. Votre population. Moi, à mon sens, je trouve que c'est une insulte. C'est pour dire que vous n'avez pas cette force-là de pouvoir protéger l'intégrité de votre pays ou de pouvoir protéger ou sécuriser vos frontières.
Et depuis que l'EAC est arrivé au Congo, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour protéger la vie du peuple congolais? Ils sont là en zone tampon. Et pendant qu'ils sont en zone tampon, dans ces parties les plus riches de notre pays, vous pensez qu'ils sont là? Hein? Là, comme ça, en train de vous regarder, en croisant le bras, à ne rien faire tout justement pour ne pas défendre vos frontières, mais vous pensez exactement qu'ils sont là à ne rien puiser, à ne rien pondre. Ils sont en train d'observer le minéral. Donc, leur présence n'a pas de raison d'être. Voilà pourquoi nous avons dit, nous, que nous ne voyons pas cette nécessité-là que Félix a eu à pouvoir concrétiser cet accord avec l'EAC. Parce que nous ne gagnons rien de cette organisation. Alors aujourd'hui, ils sont là en zone tampon, ils sont là comme observateurs. Alors que Félix Tshisekedi avait dit qu'ils étaient là pour nous soutenir afin de booster ces gens-là hors de notre pays. Alors qu'il n'en est rien pour l'instant. Et si vous pouvez vous rappeler du but de l'EAC, c'est que ce n'est pas seulement de protéger la population, mais c'est aussi d'aider notre pays à pouvoir émerger. Son côté économique. Son côté économique. Et maintenant, vous voyez que la politique économique de notre pays est down. Vous voyez que nous n'arrivons même pas à émerger. Dites-nous maintenant quel est le bénéfice que nous tirons de cet EAC-là. Alors, si ce n'est pas de venir dans notre pays et de venir puiser toutes nos richesses. Alors, s'il faut parler de résolution des assises de Bujumbura qui voudrait à ce que le M23 puisse quitter la terre congolaise, c'est à partir déjà du 28 de ce mois, le mois de février, un retrait déjà progressif. S'il faudrait revenir sur les assises de Luanda qui avait d'ailleurs exigé, après la résolution, exigé le départ de M23 et le M23 n'avait pas exécuté cette décision. Aujourd'hui, l'EAC exige le départ encore du M23. Est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle décision, le M23 vont cette fois-ci céder pour quitter le terre congolaise? Moi, je pense que le M23 n'est pas prêt à pouvoir quitter nos terres, si ce n'est de force. Il ne l'a pas fait pour une première fois, il ne le fera pas pour une seconde fois. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, à l'occurrence du président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, doit prendre ses responsabilités en main et se dire que notre solution ne viendra pas d'ailleurs, mais notre solution viendra de nous-mêmes. Parce que dans notre pays, nous avons un problème d'hommes. Il manque juste un peu de volonté politique pour pouvoir changer les choses dans notre pays. Nous voulons qu'ils puissent rebâtir notre armée. Nous voulons qu'ils puissent donner à notre armée cette capitale confiance de pouvoir défendre notre pays. Donc c'est tout ce que nous demandons, qu'ils leur ravitaillent en logistique, qu'ils leur donnent le moyen nécessaire pour pouvoir défendre notre pays. Parce que sans ça, s'ils pensent que notre solution viendra d'ailleurs, que ce soit de la SADC ou de l'Union africaine, que ce soit de la communauté internationale, eh ben, ils se trompent. Parce que notre solution ne viendra pas d'ailleurs. Il doit commencer à rebâtir ce pays. Et je ne pense pas qu'il aura un second mandat pour le faire. S'il n'arrive pas à le faire pendant ce laps de temps qui reste, parce qu'il avait dit qu'il mettra la base là-bas à Goma pour pouvoir terminer cette guerre de l'Est. Il se sentira président. Qui se sentira président dès que la paix reviendra. Dès que la paix reviendra. Et il est même prêt pour le sacrifice suprême. Mais nous ne l'avons pas vu à Goma, nous ne l'avons pas vu aller superviser cette bataille-là. Et en tant que chef des armées, je ne sais pas si pour lui ce que ça veut dire. Mais il doit se lever et il doit prendre ses responsabilités en main pour pouvoir terminer cette guerre. Parce qu'il a un bilan à présenter à la population. Alors vous pensez qu'il devrait être sur le champ de bataille comme le président Zelensky? Il doit le faire parce qu'en tant que président, ce n'est pas seulement voyager. Hein. Être président de la République, ce n'est pas seulement voyager, ce n'est pas seulement aller faire ce qu'il a l'habitude de faire, mais être président de la République, c'est aussi porter la tenue militaire.
et de descendre sur terrain pour voir ce qui se passe exactement. Et c'est ça son rôle pour le moment. Parce que présentement, là, nous sommes en guerre. Et il ne doit pas rester à Kinshasa. Il doit aller au front et se battre avec ce peuple congolais-là. Il doit aller au front et se battre pour ceux qui déversent patriotiquement leur sang pour le peuple congolais. Et c'est ça son devoir en tant que chef d'armée, en tant que chef de guerre. Merci Donc beaucoup. voilà. Alors, Madame Jocelyne, l'émission est terminée. Vous avez 1 minute pour le mot de la fin. Pour mon mot de la fin, c'est que je pourrais dire, je voudrais m'adresser au peuple congolais. Et je voudrais lui dire que tout n'est pas fini. Il reste encore de l'espoir pour pouvoir rebâtir ce Congo. Et le peuple congolais doit tenir à sa souveraineté. Et l'occasion lui sera offerte à la fin de cette année pour pouvoir se choisir un dirigeant pour rebâtir ce pays. Et il ne devra pas faire la complaisance comme autrefois. Il devra se choisir une personne qui a un projet politique, une personne qui a cette volonté et qui s'est toujours battue pour lui. Donc voilà ce que je pourrais dire. Le message que je pourrais donner au peuple congolais, c'est de retrouver sa souveraineté, c'est de retrouver son pouvoir en tant que peuple. Donc Merci. voilà ce que je pourrais Merci dire. beaucoup. Madame Jocelyne Dena, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir répondu Merci à toutes nos questions. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance. On se retrouve comme ça le mercredi pour le 3e numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.